Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir chez vous, selon l'heure à laquelle vous suivez votre magazine Liberté d'opinion. C'est un espace d'expression libre et démocratique en République démocratique du Congo, dans le respect des lois de la République, de l'ordre public, mais aussi de la vie privée. Liberté d'opinion d'aujourd'hui vous permet de cerner, de comprendre quelques questions majeures d'actualité nationale et pourquoi pas sous-régionale. Nous allons bien entendu, avec mon invité, notre invité sur ce plateau, M. Chris Mukendi, qui se trouve être communicateur pour le compte de l'AFDCA. M. Chris, bonjour. Bonjour très cher Lidor. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites pour la deuxième fois consécutive en venant sur notre plateau. Avec vous, nous allons essayer d'éclairer un peu la religion de nos téléspectateurs sur deux ou trois questions d'actualité si le temps le permet. Même d'entrée des jeux, nous allons évoquer cette situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo avec des incursions armées du M23 appuyées, d'après les preuves qui ont été brandies devant l'opinion publique nationale et internationale, de l'implication du Rwanda dans cette guerre. Si vous étiez demandé de faire un commentaire d'entrée des jeux par rapport à ces preuves, deux militaires arrêtés de l'armée rwandaise, des effets militaires, par où commenceriez-vous? Il n'y a plus aucun doute, comme les gouvernements de la République l'ont aussi relevé, que le Rwanda se trouve derrière le M23. Nous l'avons toujours dénoncé depuis, mais je crois que le président de la République avait favorisé d'abord la diplomatie, où il voulait avoir des preuves évidentes pour établir les responsabilités du Rwanda dans les massacres à travers le M23 dans la partie est de la République, mais avec l'arrestation des deux militaires rwandais portant carte d'identité rwandaise, uniforme rwandais et armement rwandais, il est clair aujourd'hui que le Rwanda est derrière tout ce qui se passe et le gouvernement de la République de manière officielle l'a reconnu. Et nous saluons en tout cas cette reconnaissance du gouvernement, même si pour certains ils considèrent que le gouvernement se prononce un peu tard parce que pour les comètes mortels, on savait depuis longtemps que le Rwanda se cachait derrière, mais je crois que pour des raisons diplomatiques et par absence de preuves tangibles comme les cas échéants, je crois que le gouvernement s'était réservé sur le plan diplomatique de pouvoir faire des affirmations, aller dans le sens de les confirmer. Mais aujourd'hui qu'il est établi, et je crois que le gouvernement congolais s'est prononcé. Depuis toujours, le Rwanda n'y est en fait. Voilà, mais c'est la politique rwandaise. Et vous savez que la plupart des Congolais ne savent peut-être pas que le président rwandais fut un rebelle au Rwanda. C'est quelqu'un qui a entretenu des milices au Rwanda avant de devenir président de la République. L'histoire va nous le rappeler. Il a eu aussi à faire des rébellions avec le président, à l'époque du président Habyarimana. Paul Kagame était un rebelle. Donc c'est sa méthodologie. Il a toujours travaillé, il a toujours financé, il a toujours été derrière les groupes armés. Mais aujourd'hui, la responsabilité est établie. Et le gouvernement de la République aussi a pris ses responsabilités en interpellant l'ambassadeur rwandais. On aurait voulu, dans la sanction, que le gouvernement puisse aller très loin, mais je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent aussi en jeu, notamment des relations commerciales entre la RDC et le Rwanda qui seront certainement entamées, parce qu'il ne faudrait pas décider de manière à asphyxier l'économie du côté à l'entrée à partir de Rubavu, Goma, parce que vous savez, cette partie est beaucoup plus alimentée par le Rwanda, mais je crois que cette mise en garde vaut en tout cas avertissement. Et si le Rwanda persistait, nous sommes prêts à, en tout cas, faire la guerre au Rwanda et à mourir de faim, parce que mieux vaut mourir de faim que mourir de naïveté à cause d'un voisinage qui vous apporte tout le temps la mort, tout le temps les ténèbres dans votre pays. Donc je crois que le gouvernement est responsable de ce qui se passe, mais aussi la communauté internationale, je crois à travers les Nations Unies, va prendre des sanctions sévères vis-à-vis des responsables rwandaises. Donc nous sommes préparés. Il faut appeler maintenant le peuple congolais à la vigilance, comme a eu à le faire notre police au niveau de Goma, appeler chaque Congolais à s'armer déjà, à être prêt
pour affronter l'ennemi moralement, mais bon, c'est pas seulement moralement. Pas armé avec des armes. C'est pas seulement moralement, parce que lorsque l'ennemi entre dans votre maison, comme on a eu à le dire, vous arrêtez de vous disputer entre vous, il n'y a plus de divergences politiques dans les pays. Nous devons être unis pour, en tout cas, faire face à la menace rwandaise aujourd'hui. Ça c'est très capital ce que vous venez de dire. Mais comment interprétez-vous le comportement de certains compatriotes congolais qui, visiblement, sont contents que le Rwanda fasse la guerre à la RDC, que le M23 attaque le Congo, qui partagent les images des dirigeants rwandais dans les réseaux sociaux congolais, comme si, en d'autres termes, on faisait par ricochet l'apologie du Rwanda et de ses bavures au Congo-Kinshasa. Comment jugez-vous cette attitude? Irresponsable. Est-ce que ça peut se faire au Rwanda, ça? Absence totale de patriotisme. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un Congolais puisse faire la promotion ou partager à travers les réseaux sociaux l'échec de son pays. Je ne peux pas comprendre. Je dis, il faut que nous puissions en tout cas être enseignés. On doit encore nous enseigner la culture du patriotisme. Aujourd'hui au Congo, on se dit, si la guerre se termine à l'Est, c'est Félix Tshisekedi qui gagne. Malheureusement, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi ici. Il s'agit de la nation congolaise qui est en danger et nous devrions tous conjuguer les mêmes efforts pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi du Congo. Et aujourd'hui, cet ennemi est très bien identifié, c'est le Rwanda. Donc, les Congolais ou nos compatriotes qui s'évertuent à faire la promotion, l'apologie de la guerre en soutenant que nous sommes un pays faible en ce moment, je crois qu'ils sont en train beaucoup plus de démoraliser les FARDC, de démoraliser nos services de sécurité, mais aussi de donner du vent à l'ennemi qui pense que le Congo est un pays faible et qu'à tout moment ils peuvent nous infiltrer et prendre une partie de notre territoire. Et heureusement que la majorité des Congolais ne voient pas les choses de cette manière-là. Et je salue en tout cas l'essence d'engagement qui est aujourd'hui observé dans les rangs non seulement des FARDC, mais aussi de la plupart des citoyens congolais qui s'élèvent. Il y a même ceux qui se proposent de rejoindre les FARDC pour aller faire la guerre au Rwanda. C'est déjà un élan de solidarité qu'il faut saluer ici. Voilà, en passant, parce que l'émission est pédagogique, je me permets d'informer l'opinion qu'en ce qui concerne les partages sur les réseaux sociaux des choses qui portent atteinte à la sûreté de l'État, il y a une loi, c'est une nouvelle loi qui régit les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la loi du 20 novembre 2020 qui réprime même le fait de partager une vidéo d'un dirigeant qui agresse votre pays. Vous êtes passible de peine. La justice peut vous poursuivre et la peine, c'est 3 ans avec paiement d'amende allant de 100 000 à 100 millions de francs congolais. Vous pouvez lire cette loi-là et ça va vous permettre de comprendre que la vulgariser. C'est ça le problème. La loi a été promulguée. Moi, je l'ai exploitée dans le cadre de mes recherches doctorales. Elle est publiée au journal officiel, mais la population ne la connaît pas. Donc, même des vidéos appelant au tribalisme, à la xénophobie, même si ça ne vient pas de vous, mais le fait de partager sur un groupe WhatsApp, en tout cas, on peut vous poursuivre et vous arrêter. Là, je crois que c'est pas, comme vous voyez, quel doit être le rôle de la police et même des services de renseignement pour empêcher que... Parce qu'au Rwanda, on ne peut pas s'imaginer un seul Rwandais qui partage des images des dirigeants congolais qui menaceraient, entre guillemets, la sécurité du Rwanda. Je crois que nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai. Mais pour que la loi soit connue, il faut qu'elle soit vulgarisée. Voilà. Je crois que vous avez aussi... C'est au gouvernement de jouer son rôle. Voilà, au gouvernement de jouer son rôle, mais aussi la société civile. Ou la société civile. Je ne pense pas que la société civile a seulement le rôle d'appeler les gens à se lever contre la loi électorale. Parce qu'aujourd'hui, la priorité de notre pays, ce ne sont plus les élections. C'est la paix, parce qu'il y a une menace de guerre qui frappe à la porte de la RDC. Et je crois que cette loi qui est aujourd'hui a été déjà promulguée, je crois qu'il faut que le média, il faut que nous, les acteurs politiques, les journalistes, les acteurs sociaux, les acteurs économiques, tous devrions, en tout cas,
travailler à la promotion de cette loi pour permettre à ce que les Congolais puissent être, en tout cas, épris de bon sens et de patriotisme, de ne pas jouer les jeux de l'ennemi, pour créer le paranoïa, créer de la psychose au sein de la population en relayant des informations qui créent la panique dans nos rangs. D'accord. Alors, on va revenir sur le premier point, la libération de 2 soldats rwandais arrêtés sur le sol congolais. Une opinion estime qu'il ne fallait pas le faire, qu'il fallait les garder parce que le Rwanda aussi devrait, par réciprocité, refouler tous les rebelles qui sont à la tête du M23, qui seraient chez lui. Tout ça, au regard des preuves, des effets militaires trouvés, ça veut dire que ce sont des gens qui sont entretenus par le Rwanda. Aujourd'hui, on ne peut même plus utiliser les conditionnels pour en parler. Les preuves sont là. Je comprends cette approche-là de nos compatriotes, mais vous savez, la RDC a adhéré à plusieurs traités, à plusieurs conventions dans le monde entier, notamment la convention de Genève, qui parle des traitements des prisonniers de guerre. Donc, cette convention à laquelle nous avons adhéré veut que les prisonniers de guerre soient traités de la manière dont le Congo l'a traité. Mais je ne sais pas, je pense que le M23 ne se trouve pas au Rwanda. Quoique armé par le Rwanda, quoique approvisionné par le Rwanda, le M23 se trouve sur les territoires congolais, ici chez nous, dans des coins qui sont connus aujourd'hui par les FARDC. Avec des connexions au Rwanda. Vrai, hein. Je crois que le Rwanda leur sert d'arrière-base, c'est le Rwanda qui les alimente. Mais ils n'ont pas été arrêtés au Rwanda. Ils sont ici chez nous au Congo. Donc le gouvernement a bien agi en libérant. Le gouvernement, je crois, il ne faut pas mettre de la passion dans ce que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai que nous aimerions voir, les Congolais voudraient voir même ces Rwandais être pendus. Hein. Je comprends cette colère-là, je comprends cet engagement-là lorsque votre pays est agressé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le droit humanitaire international qui protège les prisonniers de guerre. Si ils meurent au front, tant mieux, parce que là c'est la guerre, on peut comprendre. Mais lorsqu'ils sont capturés, il faut appliquer la loi sur la Convention de Genève qui veut que ces prisonniers soient traités pas de la manière la plus dégradante. S'il faut les libérer comme le veut la loi, il faut le faire. Mais au-delà de tout cela, il faut que des sanctions soient prises. Mais aussi la RDC doit se préparer. En tout cas, je ne voudrais pas soutenir directement la position de Mouzit ou l'autre fois, mais il faut qu'on se prépare à la guerre. Même si on ne doit pas faire la guerre aujourd'hui, il faut que la RDC se prépare à la guerre. Ça peut surgir à tout moment. Si nous suivons les déclarations de Kagame qui dit que la flamme doit être éteinte là où elle a été allumée, il en va de soi que la guerre sera ici au Congo. Et sa vidéo a été partagée par des Congolais. Cette vidéo a été partagée par les Congolais. Moi, je me suis insurgé contre ça, sincèrement. Les groupes WhatsApp que moi j'administre, j'ai retiré tous ces compatriotes. Vous avez raison, ça ne peut pas être relayé, mais aussi nos services de renseignement doivent travailler de manière à ce que lorsque quelqu'un vous promet la mort, vous ne pouvez qu'agir en cas de, comme on dit, légitime défense. Vous pouvez agir. Il ne faut pas l'attendre. Il ne faut pas attendre qu'il vienne vers vous. Vous pouvez aussi anticiper et ne pas attendre que la guerre vienne au Congo. Si nous pouvons amener la guerre à la porte, il faut les faire. Merci Chris Moukedi. C'est un débat de haut niveau de l'élite. Alors, une autre question, c'est est-ce que c'est un acte de courage exceptionnel que pour la première fois, en tout cas moi je suis la situation de l'Est depuis plus de 20 ans, j'ai commencé mon métier au moment où le pays était agressé, avant le dialogue de Sun City, et j'ai participé à beaucoup de forums pour la paix, je suis allé en Ituri, j'étais même dans un avion sur lequel les rebelles avaient tiré avec Ntumbalwaba à l'époque, j'ai failli mourir, comme reporter, journaliste, donc je connais l'histoire de ce pays. Est-ce que c'est un acte de courage exceptionnel que le gouvernement congolais présente à la face du monde des militaires rwandais arrêtés au front? Je ne me rappelle pas avoir vécu une scène similaire par le passé. Est-ce que c'est un acte de courage qu'il faut saluer? C'est un acte responsable. Et ça a un effet psychologique sur l'ennemi. Effectivement, ça met fin au prétexte rwandais d'intervenir sur le territoire congolais. Aujourd'hui, le Rwanda n'a plus de prétexte. On a dit que les militaires étaient même arrêtés par la population. Mais justement, c'est la population qui les a livrés au FARDC. Et là, il faut saluer aussi la bravoure de la population qui arrive à mettre la main sur les militaires armés. Hein? Ça, il faut saluer cette population. C'est comme ce qu'on a vécu en Djili lorsqu'ils sont arrivés à Kinshasa. Pas seulement en Djili, dans toutes les communes, même à Delvaux, nous avons vécu ça.
où à l'époque, on ne va pas faire cette promotion, on ne va pas encourager ces produits, ouais, où des Rwandais ont été brûlés vifs ici en RDC. C'est l'histoire de ça ne peut plus se répéter. Donc, je dis, il faut saluer la bravoure des Congolais, mais aussi, ça nous permet de mettre fin au prétexte rwandais, mais aussi d'appeler la communauté internationale à leur responsabilité aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui ou si demain, la RDC décidait de faire la guerre au Rwanda, on n'aura pas à prétexter, parce que les preuves sont là, elles sont évidentes, que nous sommes agressés par le Rwanda, et la RDC, le gouvernement congolais doit protéger sa population en anticipant, s'il est nécessaire, nous devrions aller vers le Rwanda pour bloquer la guerre à la porte de la ville. Sur la même lancée, il y a cette question de l'ambassadeur rwandais qui a été convoqué, vous l'avez dit, par la VPM en charge de l'environnement, message de désapprobation, de protestation. Une autre opinion aurait souhaité qu'il soit expulsé. J'aurais voulu. Que celui qui est au Rwanda, à Kigali, soit rappelé. Est-ce que la mesure n'est pas faible par rapport à la provocation? Je trouve que la mesure est faible. Je trouve qu'elle est vraiment faible. J'aurais voulu. Puisque l'ambassade rwandaise d'elle-même, j'ai vu, l'ambassade a fait descendre son drapeau. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. C'est un message. Je crois qu'à un certain moment, le Congo doit jouer son rôle. Lorsque un pays retire son drapeau de votre pays, c'est un message que le Rwanda est prêt à faire la guerre. C'est un message qui n'a pas été peut-être capté. Ce n'est pas nous qui avons peut-être que les autorités ne sont pas informées que le drapeau a été descendu la semaine passée, le week-end. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux où l'ambassade rwandaise a fait descendre son drapeau. Ça veut simplement dire que le Rwanda est prêt pour la guerre. Mais la RDC devrait parler le même langage. On devrait expulser l'ambassadeur rwandais. On devrait rappeler, même si on ne coupait pas les relations bilatérales dans le sens commercial, parce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que le gouvernement prenne des mesures qui n'asphyxient pas aussi la population du Nord Kivu et la population du Sud Kivu qui exercent des activités commerciales entre les deux pays. Donc, j'ai dit, sur le plan diplomatique, il fallait poser ces gestes-là, expulser l'ambassadeur rwandais, aussi rappeler notre ambassadeur ici en RDC. Peut-être que le gouvernement a des informations que nous n'avons pas. Nous apprécions la situation de loin, mais en tant que patriotes, en tant que Congolais, nous émettons aussi nos avis. Mais le gouvernement apprécie mieux la situation que nous. C'est ça. On va terminer avec ce chapitre par ce prétexte que Paul Kagame lui-même a évoqué, de la présence des FDLR qui constitue une menace pour son pays au Congo. Mais ça fait 2 décennies que les FDLR sont là. Ça fait autant de fois que l'armée rwandaise est entrée au Congo pour chasser les FDLR. Rien n'a changé. Comment se tirer de cette affaire? Non, mais le dossier FDLR a toujours été un prétexte pour Kagame d'entrer au Congo. La vraie raison, ce ne sont pas les FDLR. Puisque les FDLR ne vont pas tuer à Kigali. Les FDLR ne vont pas tuer chez lui là-bas à Rubavu, à Gisenyi. Les FDLR sèment la désolation sur les territoires congolais. Donc Kagame n'a aucun prétexte pour venir chercher les ADF, ou pardon, les FDLR chez nous en RDC. C'est de la responsabilité du gouvernement congolais de pouvoir réduire l'influence des FDLR sur les territoires. Si le Rwanda entre chez nous, c'est en violation de la souveraineté congolaise. Le Rwanda ne peut pas de manière unilatérale. Si le Rwanda venait chez nous, ça veut dire que le gouvernement congolais lui donne l'autorisation d'entrer dans notre territoire. Mais aussi longtemps que le gouvernement congolais n'a pas donné au Rwanda la permission de violer son territoire, il ne peut pas prendre de mesures pour venir neutraliser les FDLR sur notre territoire. Les enjeux sont beaucoup plus économiques. C'est ça la vérité. Les enjeux sont purement économiques. Le Rwanda, en entrant ici, sous prétexte pour piller les ressources minières de la RDC. C'est ça la vérité. Donc tout autre argumentaire n'est qu'un prétexte du gouvernement rwandais parce que les FDLR, ça fait plus de 20 ans, ne sont pas retournés au Rwanda pour faire la guerre là-bas, pour créer
de la désolation. C'est en RDC que ça se produit. Donc, comme j'ai dit, ce n'est qu'un prétexte et les Congolais devront en tout cas mettre fin à ces prétextes rwandais. D'accord. J'ai suivi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda peu avant cette émission, le matin donc, dire que le Rwanda est ouvert au dialogue avec le Congo. C'est quand même une première depuis le conflit armé entre le Congo-Kinshasa et est-ce que c'est lié à la pression militaire des FARDC qui sont déterminés, l'arrestation des 2 militaires rwandais et puis la menace, bien entendu, psychologique soit-elle, sur l'ambassadeur. Comment le Rwanda peut, après les propos du président Kagame le week-end, qui disait qu'il peut éteindre la flamme d'où elle a été allumée, et aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères rwandais dit qu'il est ouvert au dialogue. Comment analysez-vous cette situation? Est-ce que je crois que le Rwanda ait pris la main dans le sac. Sur le plan international, sa responsabilité est aujourd'hui établie. Mais il ne faut pas être naïf aussi. Ça peut être un piège. La déclaration de leur ministre des Affaires étrangères, moi je considère que c'est une ruse. Il faut faire attention avec les Rwandais. Ils sont rusés. Lorsque vous présentez une table pour négocier, ils continuent encore à financer. C'est l'une des tactiques de guerre. Oui. Hein? Pour gagner du temps, ils s'organisent. Je pourrais bien adhérer à la proposition de nos amis de l'opposition qui disent, au lieu de demander le dialogue entre Congolais, tout ça, il faut demander le dialogue entre Rwandais. Si les FDLR sont Rwandais, il faut demander le dialogue entre Rwandais. Le gouvernement rwandais avec les FDLR. Les FDLR qui sont Rwandais, ils ne sont pas Congolais. Nous, notre responsabilité ici au Congo, dans la mesure où ils sont sur notre territoire, c'est de le mettre hors d'état d'éluire. Mais s'il y a des négociations qui devraient être envisagées, les Rwandais devraient les faire entre eux. D'accord. Voilà. Donc moi je considère que c'est une ruse du gouvernement rwandais qui, lorsque nous perdons notre temps à échanger avec autour d'une table, il continue encore à attiser la flamme. D'accord. Merci bien, merci. Les deux questions se lient. Ici au Congo, au plan interne, sur le plan politique, on a vécu une semaine quand même très agitée au niveau du Parlement, où le Congrès a été à la base des éclats en l'air entre les deux chambres. En tant qu'analyste, tous sens partisans mis de côté, comment avez-vous analysé cette situation? D'où vient la faute? Cette question a été résolue lors de la commission. D'où vient la faute? Parce que vous savez, lorsque ce débat a commencé, le Sénat qui avait son délégué à la Cour constitutionnelle, les défunts Mungulu, pour le Sénat, il a considéré qu'il revenait au Sénat de pouvoir remplacer les sénateurs décédés, les juges Mungulu. Et c'est logique. Parce que le remplacement d'un juge va dans les cas d'une suppléance. C'est comme, par exemple, un sénateur qui décède, qui doit être remplacé par son suppléant pour cas de décès. Voilà, donc on ne peut pas comprendre, pour un sénateur qui décède, que nous puissions aller chercher son suppléant dans une autre chambre qui n'est pas le Sénat. C'était ça le cas? C'est ça la logique, le bon sens. Un candidat député national qui est... Non, mais justement, vous savez, lorsque le chef... Peut-être l'opinion n'est pas suffisamment éclairée. Voilà, on va éclairer l'opinion. L'article 158 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit que le président de la République nomme 9 juges à la Cour constitutionnelle. 3 juges à son initiative personnelle, du chef de l'État. 3 juges qui viennent du corps des magistrats, ça veut dire le Conseil supérieur de la magistrature, et 3 autres juges qui proviennent du Parlement. Nous avons un Parlement bicaméral ici en RDC. Lorsque l'article 158 dit le Parlement, ça veut dire Assemblée nationale et Sénat. Et nous avons aussi un cas de jurisprudence, parce que les 3 juges qui siégeaient à la Cour constitutionnelle étaient désignés pendant la législature 2007 et 2011 et 2018. Le bureau de l'époque, le bureau
de l'Assemblée nationale qui était dirigé par Aubin Minakou et le bureau du Sénat qui était dirigé par Léon Kemwadondo se sont convenus pour garantir l'équilibre institutionnel au sein de la Cour constitutionnelle. Ils ont décidé que 2 juges proviennent de l'Assemblée nationale et 1 juge en provenance du Sénat. C'est ce qui a été fait. Mais là, maintenant, nous sommes retrouvés devant une situation où les juges qui ont été désignés par le Sénat est décédé. Il faut procéder à son remplacement. Ça veut dire, en toute logique, c'est le Sénat qui devait présenter le juge, comme la chambre haute qui devait le présenter. Un candidat. Malheureusement, on a observé que du côté de l'Assemblée nationale, ils ont présenté un autre candidat aussi. Ça voulait simplement dire que si les candidats qui étaient présentés par l'Assemblée nationale passaient, on aurait en tout cas autorisé un déséquilibre institutionnel. On aurait dans ces cas-là 3 juges à la Cour constitutionnelle qui proviennent tous de l'Assemblée nationale. Et le Sénat aurait été marginalisé. Voilà, c'était ça toute la guerre. Pour l'Assemblée nationale, le Parlement ne veut pas dire Sénat. Mais pour le Sénat aussi, le Parlement ne veut pas dire Assemblée nationale. Voilà. Sinon, s'il fallait que les 3 juges proviennent de l'Assemblée nationale, il fallait aller plus loin, jusqu'à modifier l'article 158 de la Constitution pour dire clairement que les 3 juges proviennent de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, aussi, le Congrès se tient de manière rotative. Vous allez vous rappeler que le dernier Congrès a été présidé par le président Mbosso le 13 décembre, lorsque le chef de l'État est venu pour faire les discours sur l'état de la nation. Ce congrès a été présidé par le président Mbosso. Donc, les congrès qu'on a connus, les 27 qui étaient présidés par le président Bahati, c'était en respectant la Constitution de la République, mais aussi les règlements intérieurs du Congrès qui voulaient que la présidence soit rotative. C'est ce qui a justifié le fait que Modeste Bahati a présidé. Mais l'article 16 aussi du règlement intérieur du Congrès dit clairement que le Congrès se clôture à l'épuisement de la matière qui a été inscrite à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'était les remplacements du juge, la désignation du juge. Et cette désignation a été faite le même jour et les conclusions de la commission étaient qu'il y avait 2 candidats qui étaient restés en lice. Et le président de la séance, Modeste Bahati, qui a considéré qu'il y avait déjà une résolution du Sénat au départ, parce que le Sénat avait déjà un candidat qu'il avait proposé, par une résolution qui a été actée par un PV, le président a considéré... Au cours d'une plénière, du Sénat, il a considéré qu'on ne pouvait pas violer, puisque c'est le Sénat qui présente, on ne pouvait pas violer cette résolution-là, mais puisque l'Assemblée nationale tenait à ce qu'il y ait un congrès, parce qu'en réalité, lorsque l'Assemblée nationale évoque le congrès, en rappelant l'article 42 du règlement intérieur du Congrès, cet article dit ceci, que le Congrès ne peut... La commission pas de la commission. Non, non, les congrès. Oui, les congrès. Les congrès ne pouvaient se tenir que pour désigner les 3 juges du Parlement qui vont siéger à la Cour constitutionnelle. Donc 3 juges. Mais là, nous n'étions pas dans le cas d'une désignation, nous étions dans le cas d'un remplacement d'un juge décédé. Donc, il revenait à la Chambre qui avait perdu les juges de pouvoir les remplacer. Donc, les congrès ne devaient servir qu'à l'entérinement de la candidature qui était venue du Sénat. Normalement, les congrès ne devaient plus être un lieu d'examen des candidatures qui étaient déposées du côté de l'Assemblée nationale ou du côté du Sénat, mais ça devait en tout cas servir à l'enterrement simplement de la candidature qui était venue du Sénat. Malheureusement, on a compris que c'était au-delà de cet exercice démocratique qui devait se tenir au Parlement, on a compris qu'il y avait une cabale politique, non seulement contre la personne de Modeste Bahati, mais il y avait une cabale politique contre le Sénat qui devait être marginalisé. Nous avons compris que certains députés se sont rangés dans les camps de ceux qui disent que le Sénat n'a aucune importance dans ce pays. Ils se sont rangés dans les camps de ceux qui disent qu'il faut supprimer le Sénat. Parce que lorsqu'une institution démocratiquement installée, qui a des prérogatives constitutionnelles, vous
de manière unilatérale, Assemblée nationale, vous décidez de lui priver de ces droits-là, il est clair que vous instaurez l'instabilité ou les déséquilibres institutionnels. Donc, il fallait aller plus loin. Le Sénat s'est bagarré. Parce que là, il faut dire que le Sénat s'est battu pour garantir l'équilibre institutionnel. Même si le président Modeste Bahati a envoyé 2 noms au chef de l'État, mais c'est déjà envoyé. C'est déjà les 2 noms. Maintenant, qui doit envoyer parce qu'il y a eu des congrès. Bosso a tenu son congrès, et puis le président Bahati. Il y a eu un seul président du congrès, c'est Modeste Bahati, et la matière était épuisée. Donc, c'est le candidat entériné par le congrès présidé par le président du Sénat que le chef de l'État doit prendre en compte, c'est ça, si je comprends? Non, non. Entre les lignes. Le chef de l'État, parce que l'actualité avait évolué, oui. La veille, le président du Sénat a envoyé 2 noms, mais le lendemain, un des candidats avait désisté. Voilà. Donc, le nom qui devait être pris en compte, c'est le nom de celui qui était resté en lice. Donc, le chef de l'État n'aurait plus ou n'avait plus à arbitrer sur les 2 candidats. Voilà. Il aurait simplement à nommer le candidat qui a été, qui est resté en lice. Voilà. Donc, mais on a... ce qu'on fustige, c'est quoi aujourd'hui? On fustige d'abord c'est banditisme qui a élu domicile au sein de l'Assemblée nationale. Comment ça? C'est très fort. C'est banditisme. Vous pouvez retirer le voilà, concept, il est très fort. Délice Sanga a parlé de la délinquance. Oui, mais vous n'êtes pas Délice Sanga de toutes les façons. Mais justement, ce sont des mots qui, en réalité, doivent être utilisés lorsque cette chambre qui était censée être une chambre de prestige, une chambre des représentants de la République. Vous allez continuer, parce que l'émission est pédagogique, c'est moi qui la présente. Je vous suggère de retirer le concept et de le remplacer par un autre. Un autre? Je parlais de gangstérisme politique. Non, ça malheureusement encore plus fort. Voilà. Vous voulez parler des irrégularités constitutionnelles, procédurales? Nous avons remarqué dans les chefs des députés un comportement dégradant. Ça passe? Le comportement dégradant? C'est au peuple de juger. Voilà. Un comportement qui doit être fustigé. Ce comportement a consisté à s'attaquer physiquement à la deuxième personnalité de la République, Modeste Bahati. Il a été agressé? Il a été agressé physiquement par les députés. Les députés nationaux, pas par les Koulouna, cher Ludor, pas par les chèques de la rue. Voilà pourquoi j'ai utilisé les mots que vous m'avez demandé de retirer. Le président du Sénat a été agressé physiquement. Ses gardes du corps tabassés. Son directeur de cabinet molesté. Le directeur de cabinet du chef du président, du Sénat est hospitalisé. Il passe des soins. Il doit passer plusieurs examens. Molesté, attaqué physiquement par... brutalisé par les députés. Qu'est-ce qu'on reproche au président Bahati? Voilà, on reproche au président Bahati de valider les résolutions de la commission qui a été mise en place. Vous savez, il y a une commission qui a été mise en place par les congrès. Des 18. Des 18. 18 sénateurs et députés. Cette commission est venue faire son rapport à la plénière pour dire, nous avons 2 candidats en lice. Et la commission a proposé au président de la plénière de pouvoir envoyer au chef de l'État les 2 noms. Ah, ça venait de la commission? Ça venait de la commission. Une proposition de la commission. Ça, le public ne connaît pas. C'est une proposition. J'ai avec moi dans mon téléphone le rapport de la commission. Si on avait suffisamment de temps. Ça ne venait pas du président Bahati? Ça ne venait pas du président Bahati. Ça venait de la proposition est venue de la commission que le président puisse envoyer les 2 noms au président de la République pour arbitrage. Est-ce que la commission avait raison parce que le président de la République n'a pas le pouvoir d'arbitrer sur une matière venant d'une autre chambre? Je crois que la commission avait raison parce qu'il y avait déjà au départ une résolution du Sénat qui avait aligné un candidat et que le Sénat ne pouvait pas voter contre la résolution prise préalablement. Par lui-même. Par lui-même. Ouais. Donc, c'était la voie de la sagesse. Politiquement, si je comprends, je voulais laisser évoluer. Le deuxième candidat sénateur, en dehors de celui qui était validé donc, par une résolution du Sénat,
était soutenu par l'Assemblée nationale, si je comprends. Il y a eu le deuxième candidat... des dessous des cartes. Un sénateur soutenu par le Sénat et un autre sénateur soutenu par l'Assemblée nationale, par les députés. Cette candidature est née du Congrès. Une candidature qui n'avait pas existé au Sénat. Une candidature née du Congrès. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Il y a les dessous des cartes. Hein, parce que, vous savez, la vérité, c'est qu'il y a eu des implications politiques dedans. Par exemple, pour nos amis du MLC, ils ont considéré que les sénateurs Mongoulou qui étaient décédés étaient membres du MLC et que s'il fallait les remplacer, il fallait les remplacer non seulement par un sénateur de la Mongala, mais un sénateur du MLC. Ah bon? Malheureusement, au niveau du Sénat, le MLC n'a pas un sénateur élu de la Mongala. C'est comme ça que le MLC s'était rabattu au niveau de l'Assemblée nationale pour aller proposer un candidat député national de la Mongala qui était MLC Mondolé. Vous l'avez cité. Voilà, j'ai lu dans les médias. Voilà d'où est partie toute la confusion. Voilà. Mais on dit aussi que le candidat qui était soutenu par le président Bahati était de son parti. Est-ce que c'est un péché que quelqu'un soit parrainé par... Vous avez très bien fait de poser la question. Oui. Comme ça, vous éclairez la lanterne. Vous savez, le candidat qui va à la cour, c'est d'abord un politicien. Voilà. Si nous voulons que la cour soit indépendante, il ne faut pas envoyer des politiciens dedans. Mais lorsque la disposition de la Constitution dit que ces représentants doivent venir du Parlement, au sein du Parlement siègent des partis politiques. Alors, c'est légitime si le parti politique cherche à être... Nous avons évoqué les cas du MLC, qui a estimé que c'est lui qui doit siéger. C'est les MLC. Le candidat Louis Bonga remplissait toutes les conditions pour être désigné. Les critères à remplir, il faut être juriste, il faut être magistrat. Et avoir une expérience de 15 ans. Voilà, avoir une expérience dans l'administration, une expérience en politique, tout ça. De 15 ans. Voilà. Lui, il remplit les conditions. On n'a pas dit que la personne ne doit pas être du parti de tel ou de tel. Il fallait simplement remplir les conditions. Mais aussi, il n'a pas été désigné par Bahati. C'est le Sénat qui l'a désigné. Par un PV. Par une résolution. Son péché, c'est d'être membre du parti de Modeste Bahati. C'est ça le péché. Et pour d'autres, ils disent... Monsieur Chris Moukedi, excusez-moi, on doit éclairer vraiment cette émission, je la veux pédagogique et sans parti pris. Mais par le passé, on a vu quand même des candidats juges à la Cour constitutionnelle parrainés par des politiques au plus haut niveau. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale ont eu des juges, je ne veux pas citer leur nom, qui sont encore à l'Assemblée, à la Cour constitutionnelle jusqu'à aujourd'hui. L'ancien président du Sénat, Léon Kengoadondo, a parrainé un juge qui est à la Cour constitutionnelle jusqu'à ce jour. Mais pourquoi on doit en faire un problème lorsqu'il s'agit de Bahati? Il faut dire que lorsque le politique qui est désigné va représenter l'institution, il cesse même d'être cordon ombilical avec le parti politique est coupé. Voilà. Mais là, on est dans un environnement où les gens se disent Bahati va devenir plus fort. Bahati aura un représentant à la Cour constitutionnelle. Alors qu'il ne s'agit pas de Bahati là. Il s'agit de la République. Il s'agissait de garantir l'équilibre institutionnel. Mais la loi n'a pas interdit aussi que la personne soit du parti de Bahati. Par un parti politique. Mais le monsieur Mongoulou qui est décédé était aussi du regroupement de Léon Kengoadondo par la suite. Donc il appartenait à un parti politique. Mais justement, il appartenait à un parti politique, il appartenait à un regroupement politique. Comme on trouve des juges qui étaient à l'époque au PPRD et consorts. Bokona qui siège à la Cour constitutionnelle, qui a été désigné par Obem Minakou, venait du PPRD. Il était président de la commission PAJ. Ça n'a pas posé de problème. Même Manza aujourd'hui, qui est allé représenter le Sénat, il vient d'où? Il était au cabinet du président Kabila. Voilà, c'est le candidat qui a été soutenu par Mbosso. Il vient de la présidence de la République. Il a été, c'est pas comment on appelle ça, au département économique au niveau de la présidence de la République. Au collège. Le président Kabila, au collège de conseillers économiques. Voilà, donc... Mais comment expliquez-vous cet acharnement? Vous êtes la personne attitrée pour répondre à toutes ces questions que le public se pose au regard de ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Comment expliquez-vous cet acharnement contre Modeste Bahati? Je crois dont on connaît le rôle
dans la naissance de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que ce n'est pas une guerre en interne? Monsieur Chris Mukendi, je vous pose courageusement cette question. Est-ce qu'il y a un problème en interne? Vous savez, malheureusement, l'Union sacrée se fragilise au jour le jour à travers ces genres de coups bas à l'endroit des loyaux qui ont consenti des efforts pour construire cette majorité dont les uns et les autres se prévalent aujourd'hui. C'est une erreur stratégique? Non, mais politique. je crois que les chefs de l'État devraient ouvrir l'œil, et les bons. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, il y a de ceux qui travaillent à la fragilisation, mais cela aura des conséquences sur les perspectives 2023 quant à sa candidature à la présidence de la République. Alors que le rang de Kabila se consolide, alors que Kabila est dans une démarche de pouvoir élargir ses rangs, et débaucher aussi éventuellement. Il va chercher Katumbi pour consolider, il va chercher Fayoulou, il va chercher Matata pour renforcer leur unité politique pour des perspectives électorales. Au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui ne jurent que sur la disparition des Modeste Bahati. Malheureusement. Mais ça ne sera pas sans conséquence sur l'électorat du chef de l'État. Lorsque vous frustrez vos collègues, lorsque vous faites partir son ministre et que vous ne les remplacez pas par un autre ministre qui vient de son parti politique, il est fragilisé. Lorsque les motions à l'Assemblée nationale ne sont orientées que vers ces ministres, c'est clair qu'il y a une cabale contre la personne de Modeste Bahati qui cherche au sein de l'Union sacrée à être fragilisée. Il y a des responsables des partis politiques qui ont instruit formellement à leurs communicateurs de ne pas donner raison à Modeste Bahati sur la dualité qu'il y avait sur qui de Modeste Bahati et de Mosso propose les candidats au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils ont été formellement interdits de donner raison à Bahati alors que la loi donnait raison à Bahati ou la loi donnait raison au Sénat. Donc nous considérons qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui ne jouent pas pour la consolidation, des gens qui ne jouent pas pour l'émergence, la promotion ou pour la réussite du chef de l'État en 2023. Ils sont déguisés. Il y a des loups dans la bergerie qui sont déguisés en agneaux, qui jouent contre les intérêts du chef de l'État. Voilà pourquoi je dis que le chef de l'État doit ouvrir l'œil et les bons. Vous allez encore vous rappeler, lorsque le chef de l'État avait désigné Modeste Bahati pour jouer chercher à identifier une nouvelle majorité, le président de l'Assemblée nationale a tenu un écriteau à l'Assemblée nationale sur lequel il était inscrit « Ne touche pas au bureau Mabunda ». Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le plus grand bénéficiaire de la lutte, les plus grands bénéficiaires de l'Union sacrée. C'était sous la coalition CCCH. Ben justement, lorsque le chef de l'État s'était engagé dans le renversement de cette majorité-là, il y a des images de Mbosso. Nos amis pourront trouver les images pour illustrer, même ici, où Mbosso tient un écriteau sur lequel il est écrit. Il faut nous éviter les droits de réponse. Non, mais justement, ouais, le problème, ce n'est pas les droits de réponse, c'est une évidence, il y a des images. Donc, j'ai dit, on ne peut pas aujourd'hui sacrifier celui qui a travaillé à la consolidation de l'Union sacrée, à la création de l'Union sacrée. L'Union sacrée était la vision du chef de l'État. Mais la personne qui a travaillé à la matérialisation de cette vision, c'est Modeste Bahati, lorsqu'il a été nommé informateur. Parce que vous êtes cadre de l'AFDCA, quelle est la nature de relation aujourd'hui entre le président Tshisekedi et le président du Sénat Modeste Bahati, après tous ces événements? Je crois que les relations sont au entre les deux sont au beau fixe. Mais il ne s'agit pas seulement des deux, il s'agit des collaborateurs aussi. Parce que vous pouvez entretenir de très bons rapports avec votre épouse, mais vos enfants à la maison attisent le feu entre les parents. Et ce feu qui est attisé, qui est entretenu, peut un jour amener les parents au divorce. Voilà, ce sont des choses qu'il faut éviter.
Or, dans la coalition, en fait, à l'Union sacrée, Modeste Bahati est le seul allié du président Tshisekedi à avoir dit qu'il s'efface en 2003 et que son candidat, le président Tshisekedi... Il faut dire l'allié le plus fiable, l'allié le plus loyal. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui le diabolisent dans ce sens-là pour qu'on... Non, mais justement, il est diabolisé. Modeste Bahati est diabolisé, Modeste Bahati est vilipendé, malheureusement. Avec ou sans raison, selon vous? Non, mais je crois que c'est à tort qui s'est fait, tout simplement parce que c'est quelqu'un de très organisé, c'est quelqu'un de très structuré. Notre projection en tant que parti politique, au regroupement politique, en 2023, c'est d'accompagner les chefs de l'État pour le mandat présidentiel. Modeste Bahati et le regroupement politique FDCA, nous accompagnons la candidature de Félix Antoine Tshisekedi pour sa réélection en 2023. Est-ce que ce n'est pas, pas ça qui fait mal aux autres alliés? D'un autre côté, oui. Notre ambition ne s'arrête pas là. Nous sommes un parti politique. Il y a une compétition législative, il y a une compétition au niveau provincial et nous organisons pour cette compétition-là. Nous tenons à être la première force politique dans les pays. Et c'est ça qui fait mal à certains qui croient que Modeste Bahati prend de plus en plus du volume. Modeste Bahati prend de plus en plus de l'espace. Mais c'est légitime en politique. D'accord. C'est légitime en politique et c'est notre droit les plus élémentaires. On ne peut pas nous en empêcher. Merci Chris Mukendi. Vous êtes communicateur de l'AFDCA, donc analyste politique. Avec vous, nous avons évoqué deux questions majeures dans cette émission Liberté d'opinion. Nous avons parlé de la situation tendue entre le Rwanda et la RDC. Nous n'avons même pas abordé le caractère illégal et inconstitutionnel du deuxième congrès qui a été convoqué par le président Bosso. En une minute, comme ça on termine. En une minute. Voilà, j'ai dit un congrès. C'est une réunion. Il y en a eu deux en fait. Il y en a eu deux. Au nom de quoi vous dites que l'autre... Voilà, l'autre est inconstitutionnel et illégal, tout simplement parce qu'un congrès, il faut une décision conjointe, signée par les deux présidents. Il faut la présence des deux bureaux. Du Sénat et de l'Assemblée nationale. Du Sénat et de l'Assemblée nationale. On a noté l'absence du bureau du Sénat. Au dernier congrès du samedi, voilà. Il n'y avait pas le bureau. On a noté un faible quorum du Sénat. Il y a eu sur 109 sénateurs, il y a eu 17 sénateurs au congrès de Mosso. Ça pose problème? Mais justement, toutes les décisions qui ont été prises dans ces congrès... On a dit que c'était 340 quelques votants. Est-ce que c'était des chiffres imaginaires ou les chiffres des députés, on peut comprendre. On peut comprendre. Parce que même les services qui devraient amener les listes de présence au congrès devraient être les services du protocole du Sénat. En un mot, on parle d'une pétition en gestation contre le président Bahati, vrai ou faux? Je n'en sais rien, ce ne sont que des rumeurs, mais s'il en existe, le président Bahati n'a pas peur d'affronter son destin politique. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Je rappelle encore une fois que vous êtes communicateur de l'AFDCA et analyste politique brillant. Merci de la lucidité, mais aussi de la pertinence de vos réponses à ces questions beaucoup plus complexes. J'en étais conscient moi-même. Merci d'avoir éclairé l'opinion sur l'ensemble de toutes ces deux questions majeures, la situation RDC-Rwanda, mais aussi la situation qui a prévalu au Congrès. Le souhait, c'est que les esprits s'apaisent et que le peuple vive dans la cohésion, surtout au moment où il y a une menace à l'est de notre chère patrie. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission pédagogique, nous vous disons très sincèrement merci. Au nom de M. Chris Mukendi, je vous remercie. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Okay. Facile,